ravie de vous retrouver sur Monaco Info. Voici les titres de votre journal du jeudi 4 octobre. En ouverture de cette édition, nous continuerons notre série de reportages consacrés à la Fondation Prince-Pierre. Toujours dans le domaine culturel, nous assisterons à la rentrée des rencontres littéraires Fabien Boisson. Nous ferons la visite du nouveau complexe One Monte Carlo. Des nouveaux immeubles verront le jour près de l'Hôtel de Paris. Et enfin, nous vous proposerons votre Focus Info dédié cette fois-ci au parfum Alex Simone. Suite de notre série de reportages consacrés à la Fondation Prince-Pierre. Juste après le conseil musical et juste avant la proclamation du palmarès, place aujourd'hui à cette rencontre qui avait lieu à la médiathèque entre plusieurs écrivains et leurs lecteurs. Sandrine Nègre vous en dit plus. Elle a vu le jour en 2001. Depuis cette date, la Bourse de la Découverte récompense un écrivain francophone pour un premier ouvrage de fiction. Vous l'aurez donc compris, tous ces auteurs, face à leurs lecteurs, partagent au moins un point commun, celui d'avoir eu le courage, car il en faut, de se lancer dans la formidable aventure que constitue l'écriture d'un livre. Et ces quelques heures passées ici à la médiathèque leur ont permis de se livrer sur leur méthode de travail et les manières dont sont nés leurs ouvrages. C'est pas du tout un livre qui a été construit, c'est un livre qui est venu comme ça. Franchement, je me suis laissé faire par mes personnages et au bout du compte, l'histoire était là, mais je ne sais absolument pas d'où viennent ces personnages et d'où vient cette histoire de prostituée et cette histoire même de demande du père. Mon père ne m'a jamais demandé de lui apprendre à lire ou à écrire. Mon père ne m'a jamais rien demandé du tout. Donc voilà, je ne sais pas pourquoi, mais il n'y a pas eu de structure, il n'y a pas eu de fiche, il n'y a pas eu de synopsis. Il y a eu une première phrase et une dernière. Et entre les deux, il y a eu un travail d'endurance avec beaucoup de discipline. Une discipline qui a conduit l'histoire à se développer au fil des pages autour d'Antoine, de son père et d'un prostitué devenu professeur. Ces instants de questions et de réponses avec les lecteurs permettent donc aussi aux écrivains d'échanger plusieurs points de vue. Celui de l'auteur, par exemple, de Fugitive parce que reine, l'histoire d'un amour inconditionnel liant une mère à ses filles. J'ai inventé un personnage pour les besoins de la fiction. Moi, contrairement à Sébastien, j'ai beaucoup structuré le livre et je l'ai beaucoup retravaillé. Enfin, je l'ai écrit un peu d'un jet aussi. Mais après, je l'ai beaucoup réécrit. Et c'était un livre que j'avais écrit 10 ans auparavant aussi, encore une fois, d'un jet. Et là, de manière pas du tout structurée, donc vraiment plus comme vous, comme ça, au fil de la plume. Présents également à la médiathèque, les auteurs de Celui qui disait non et de Géographie d'un adultère. Bruno Pellegrino, auteur de Là-bas, août est un mois d'automne, est aussi en lice pour la Bourse de la Découverte 2018. Palmarès à découvrir en fin de semaine. Les rencontres littéraires Fabien Boisson ont fait leur rentrée hier à l'auditorium Régnier 3. Au programme de cette conférence, le harcèlement. Et parmi les intervenants, Raphaël, victime de harcèlement au collège. Un reportage de Dominique Poulain. Victime de moqueries, d'insultes, d'intimidations, de brimades, de violences morales ou physiques, en France, le harcèlement à l'école toucherait 700 000 élèves chaque année. Raphaël, invité à la conférence débat des rencontres littéraires, a été victime d'harcèlement scolaire. À l'époque, elle est au collège et n'a que 14 ans. J'avais créé un blog et c'est sur ce blog en fait que ça a démarré, que j'avais des commentaires haineux toute la journée de la part de certaines personnes de mon école. C'était plus, je ne sais pas si je peux dire ça comme ça, un harcèlement moral plus que physique. Alors oui, c'était plutôt moral, mais c'est vrai que parfois dans la cour, il y avait une trentaine de personnes qui m'encerclaient et qui m'avaient quand même craché dessus. Et j'ai aussi un souvenir, l'année juste avant, on nous avait quand même balancé des poubelles dessus. Donc c'était plus moral, mais il y avait quelques petites choses physiques aussi. Par honte, par peur, l'adolescente ne dit rien. Elle souffre en silence. Sa mère voit l'effondrement de sa fille impuissante. Ce dont je m'étais aperçue, c'est qu'il y avait une sorte de crise d'adolescence qui était là. Elle était maussade, elle avait pris du poids. Voilà, elle était assez renfermée, mais
comme moi, j'avais eu une adolescence un peu mouvementée, je me disais, bon bah voilà, c'est le passage. Et je ne me doutais pas de tout ce qui se passait sous la surface. Et puis, les enfants sont très habiles pour masquer, notamment les épisodes boulimiques ou des choses comme ça. Ils s'arrangent pour faire en sorte que les parents ne soient pas là. Quand vous l'avez appris, quelle a été votre réaction ? C'était un mélange de chagrin, de révolte, de tristesse, d'anxiété par rapport à au dommage que ça allait causer sur ma fille. Donc c'était une espèce de mélange comme ça totalement détonnant et assez déroutant. Ce long tunnel n'a pas été sans conséquences pour Raphaël. Décrochage scolaire, 4 ans de dépression et tentative de suicide. Ça a été mon cas. J'ai aussi fait 2 tentatives de suicide. Ça m'a pas réussi. C'était très difficile à vivre. Mais comme tous les enfants en fait, qui sont harcelés, on pense que ça finira par s'arrêter d'une manière ou d'une autre, que les gens vont finir par se lasser. Et en fait, c'est pas du tout le cas. Ça empire même. Après ce cauchemar, Raphaël se reconstruit et décide de témoigner dans ce livre. Aujourd'hui, la jeune fille va mieux, beaucoup mieux même. Elle vit entre Paris et New York. Autre intervenant à cette conférence, l'historien et philosophe Georges Vigarello. Il a notamment insisté sur le harcèlement professionnel, une source de souffrance et de stress pour un salarié. Je vous propose de l'écouter. On a tendance à oublier le harcèlement professionnel, alors qu'en fait, il est très présent. Il y a au moins, dans les statistiques actuelles, 30% de personnes qui considèrent qu'elles ont subi ou elles subissent un harcèlement professionnel. Alors de quoi s'agit-il ? Alors, il s'agit dans la définition précise d'une conduite abusive qui porte sur des gestes, des paroles, des comportements répétés, systématiques, conduisant à dégrader les conditions professionnelles de la victime. Voilà la définition que je qualifierais d'officielle. Que doit faire la victime ? C'est une question très importante. Que doit-elle faire ? Alors, je pense d'abord qu'elle doit recenser les faits dont elle est victime. Il ne suffit pas de parler, vous voyez, il faut enregistrer, enregistrer, suivre précisément la manière dont les faits se sont succédés et se sont établis. Deuxièmement, je crois qu'il faut des témoins. Alors très souvent d'ailleurs, le harcèlement se concerne plusieurs victimes sur le même lieu. Donc il faut des témoins et il faut des convergences. Ça, c'est 2 points, à mon avis, totalement fondamentaux. Et puis, il faut s'adresser aux autorités compétentes. Il n'y a pas seulement les syndicats, vous voyez, il y a les prud'hommes, il y a aussi le pénal. Les victimes ont du mal à en parler pour plusieurs raisons lorsqu'il s'agit d'une situation de travail. À la fois parce qu'elles peuvent se sentir couvertes plus ou moins de honte, si vous voulez, mais aussi parce qu'elles se sentent menacées dans leur propre situation. Elles peuvent être remerciées, elles peuvent être licenciées, vous voyez. Les raisons du licenciement sont à la fois claires et dans certains cas sont obscures. Donc il y a une peur chez la victime. Et nous allons nous diriger à présent vers le quartier de Monte-Carlo pour vous présenter l'évolution des travaux de One Monte-Carlo. Ce chantier près de l'hôtel de Paris laissera prochainement place à de nouveaux immeubles. Visite guidée avec Fabien Bonilla. C'est un quartier dans un quartier, le futur One Monte-Carlo, en lieu et place de l'ancien Sporting d'hiver. Depuis quelque temps déjà, les touristes commencent à avoir un aperçu du résultat. Ce sont au total 7 constructions avec 11 étages pour le plus grand édifice. Ces bâtiments abriteront des habitations, bien sûr, allant du studio au triplex, mais il y aura également des bureaux, des commerces et des restaurants. Et parmi les différents corps de métier pour la réalisation du One Monte-Carlo, l'ASBM a confié la réalisation des façades au groupe Permastilisa, basé à Padoue en Italie. Un travail d'orfèvre, mais colossal. Pour les façades des appartements, environ 15 000 m² de façades seulement des appartements. On y a 150 tonnes d'acier sur les commerces. Et on y a 900 garde-corps en fusion qui sont en 12 typologies différentes. Et quand on dit garde-corps en fusion, c'est qu'on y a la moule et l'aluminium en fusion qui va dedans. Et chaque, il est repris manuellement. Ce n'est pas un produit industriel quand vous avez des autres pièces, par exemple. Les garde-corps sont vraiment des objets spéciaux, usinés un par un. Le challenge, il était les dimensions et la géométrie particulière. Donc des vitrages au-delà de 7 mètres, un tonne 8, on a dit, de poids, un double vitrage avec des géométries cylindriques ou semi-cylindriques, pleins et après courbes, que vous ne trouvez pas dans nos projets. Voilà.
Ce sont plus de 3000 vitres qui sont en train d'être posées sur l'ensemble des édifices, représentant 11 400 mètres carrés de façade. La construction du One Monte Carlo devrait s'achever en fin d'année et l'inauguration officielle est prévue le 22 février prochain. Et dans le reste de votre actualité monégasque en bref. C'est un appel à la mobilisation qu'ont souhaité lancer la Croix-Rouge monégasque, mais aussi le diocèse de Monaco, suite aux tremblements de terre et aux tsunamis qui se sont succédés la semaine dernière en Indonésie. L'étendue exacte de la catastrophe n'est pas encore connue, mais des milliers de personnes ont été touchées. Pour tous ceux qui désirent soutenir les actions de secours et de sauvetage, la Croix-Rouge monégasque a mis en place sur son site internet une section dédiée. Les dons peuvent également être adressés directement à la Croix-Rouge monégasque. Quant aux églises de la Principauté, l'archevêque Monseigneur Barcy a décidé de reverser l'ensemble des quêtes de ce dimanche en faveur des sinistrés. Les dons peuvent également être adressés à l'ordre de Caritas Monaco Indonésie. Et pour terminer, nous allons nous rendre à Grasse pour y découvrir les secrets de fabrication de la marque de parfumerie Alex Simone. C'est votre Focus Info, il est signé Patricia Navarro. Nous sommes sur les hauteurs de Grasse, la ville du parfum. Dans cette superbe propriété appartenant à la famille d'Edmond Rudnicka, l'un des plus grands parfumeurs du XXe siècle, se perpétue une longue tradition alliant savoir-faire et raffinement. Au domaine Sainte-Blanche, s'est écrit l'histoire de parfums mythiques. Et depuis 2016, c'est ici qu'est produit une gamme de parfums née de l'imagination du monégasque Éric Rousseau. C'est une histoire qui a finalement démarré il y a 2 ans. 2 ans où j'ai décidé de créer cette société à Monaco. Et Alex et Simone, en fait, étaient le prénom de mes grands-parents, avec qui j'ai partagé des moments très tendres et très affectueux dans ma jeunesse et dans ma tendre enfance. Et c'est tout naturellement que j'ai voulu leur rendre hommage en leur donnant le nom d'Alex et Simone à la marque que j'ai créée il y a 2 ans. Alors c'est un concours de circonstances, j'ai envie de dire, même si moi je suis issu du domaine de la cosmétique et que je travaille dans la cosmétique depuis plus de 20 ans. C'est la rencontre de belles personnes, notamment Olivier et Sylvie, chez qui nous sommes aujourd'hui. Ils m'ont fait rencontrer 2 parfumeurs avec qui j'ai travaillé et surtout avec qui nous avons travaillé. Il faut savoir que c'est un processus long puisqu'on fabrique un parfum environ, ça met à peu près 1 année avant de voir le jour. Pour pouvoir créer ses parfums, Éric Rousseau s'est donc tourné vers des spécialistes. Il souhaitait des créations uniques et c'est exactement ce que propose la maison Art et Parfum. Tout débute par une balade dans les jardins, s'étalant sur les 10 hectares que compte le domaine Sainte-Blanche. Puis vient le temps du brainstorming dans le bureau avec vue imprenable. Donc on l'a mis en solution à 15 et on l'a mis en solution aussi à 20. D'accord. Là, c'est vraiment le travail qui va être fait autour de la fraîcheur que tu recherchais. Ouais. Et c'est à partir de là qu'il va construire les 2 autres. D'accord. Ok, très bien. Ce lieu est le personnage principal du film, si vous voulez. C'est-à-dire ce lieu, il y a une magie des lieux, on y croit ou on n'y croit pas, mais si vous avez un lieu magique. Ce lieu a été acheté par Edmond Rudnicka, donc à l'après-guerre, avec les premières royalties du fan de Rochas. Il y grave sur le seuil de son portail, il ferait fleurir les pierres et chanter les oiseaux. À travers cette phrase sympathique, il y a toute une philosophie, une notion esthétique, l'esthétique et le parfum, la forme olfactive, le beau. Voilà. Au-delà de la notion esthétique, vous avez entre guillemets un outil de travail, mais un lieu qui s'apparente, toute proportion gardée, à l'esprit de la Villa Médicis de la parfumerie. La Villa Médicis de la parfumerie, ben voilà, c'est un lieu de vie. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'est devenu Art et Parfum? C'est un lieu de vie, un lieu où des passionnés viennent, un lieu, voilà, un lieu d'échange. Et c'est ensuite dans ce laboratoire aux 1000 flacons et aux centaines de senteurs que la magie opère. Lorsqu'il s'agit de parfums, tout est question d'harmonieux dosage et de savoir-faire.
Alors un parfum s'élabore par un savant mélange de plusieurs matières premières et effectivement, comme le dirait Jean-Denis, qui est un des créateurs des 3 parfums d'Alex Simone, la parfumerie c'est la science du dosage. C'est-à-dire chaque ingrédient doit rentrer à sa place à un moment donné et va se lier avec les autres. Si vous dépassez plus ou moins ce dosage, vous allez avoir quelque chose qui ne va pas être linéaire et surtout qui ne va pas être esthétique olfactivement. Donc c'est ici que ce savant dosage s'opère ? Oui, c'est exact. Nous avons donc les préparatrices au sein du laboratoire qui vont recevoir les formules des parfumeurs, vont les mettre en application. Donc on a toute une partie qui est pesée par notre robot, un automate, qui va peser une partie de la formule. Le reste va être complété de façon manuelle par les préparatrices au sein du laboratoire. Donc mon rôle et mon travail, ça va être de retranscrire les idées, les concepts, les images qu'Éric va pouvoir nous fournir suite à son projet et à son board, en brief en fait, en odeur et en contexte. C'est aussi remémorer un souvenir olfactif, donc il va falloir arriver à retranscrire tout ça en odeur pour le parfumeur. Une fois la formule parfaite trouvée, il ne reste plus qu'à produire le concentré de parfum. Vous avez un système de seringues. Chaque matière première est reliée à une seringue et ces seringues vont injecter un produit sur une buse qui est là-bas et tout ça en simultané, en volumétrique. La précision est de 20 mg, donc excessivement précis, c'est-à-dire moins d'une goutte. Et la précision se fait par le déplacement du piston à l'intérieur, par l'incrément du piston. Il y a une formule qui est établie et ce robot va permettre de retranscrire l'odeur qu'on nous a demandé de faire. Le parfumeur, c'est un petit peu le musicien. Il écrit sa partition, pas musicale, mais olfactive. Et nous, notre métier ici, donc on fabrique du concentré de parfum qu'on va exporter dans le monde entier. Et nous, on est un petit peu l'orchestre. C'est-à-dire qu'il va falloir jouer cette partition et sans faire de fausses notes. Et ça, c'est un vrai métier et c'est un vrai savoir excessivement complexe. Et chaque flacon de la marque monégasque Alex Simone raconte une histoire à travers un voyage olfactif et ce savant mélange de senteurs. La première collection French Riviera est composée de 6 eaux de parfum qui sont toutes unisexes. Je tenais, moi, à ce que la première collection de la maison Alex Simone soit French Riviera, qui va raconter en fait mes 6 moments préférés, mes 6 moments volés d'une journée idéale sur la Riviera française. C'est ainsi que la gamme de parfums Alex Simone a vu le jour. Depuis 2 ans et au départ de la principauté, ces flacons de parfums prennent la destination de pays lointains. Ils sont notamment vendus en Russie, en Ukraine et même jusqu'en Corée. Voici à présent les prévisions météo pour ces prochains jours. Vendredi, large soleil sur l'ensemble de la journée. Il fera 17 degrés au lever du jour et jusqu'à 24 degrés dans l'après-midi. Samedi, temps plus mitigé avec la présence de nombreux nuages. Dimanche, quelques éclaircies seront à noter. Et à partir de lundi, dégradation progressive du temps, risque de pluie à partir de mardi. C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. À présent, la suite de vos programmes. Très belle soirée à tous sur Monaco Info.